Bienvenue à Hebdo Santé sur Média. De nombreux éléments constituent un frein à la prise en charge des personnes infectées par le VIH, mettant ainsi en mal leur qualité de vie. Au nombre de ces éléments, nous pouvons citer les violences. Et nous allons justement nous pencher aujourd'hui dans ce numéro d'Hebdo Santé sur cette problématique avec des experts de la question pour voir effectivement l'impact de ces violences sur la santé de ces personnes. Et ils sont déjà avec nous, nos experts. Madame Mariam Savadogo, vous êtes juriste et chargée de programme droits humains à Enda Santé. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Alors c'est un plaisir de vous recevoir. Enda Santé, c'est une organisation communautaire, c'est bien ça? Oui, Enda Santé est une organisation non gouvernementale qui fait partie du grand groupe Enda Tiers-Monde, créé depuis 1972 et qui a son siège à Dakar. Mais Enda Santé Côte d'Ivoire est une ONG locale qui appartient à ce grand groupe-là, mais qui est créée depuis 2015. Et au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons 2 bureaux, un à Abidjan, Cocody-Angré, et un autre bureau à Boaké. D'accord, merci pour cette présentation succincte de votre organisation. Nous le retrouvons avec beaucoup de plaisir sur le plateau d'Hebdo Santé. Monsieur Gawé Israël, bonjour. Bonjour Eustache, c'est une grande joie, un grand bonheur pour moi de vous retrouver également. Bonjour à tous les spectateurs, les téléspectateurs qui nous suivent. D'accord. Alors vous êtes le secrétaire permanent du RAPAO, c'est le réseau africain des personnes vivant avec le VIH Afrique de l'Ouest, également spécialiste et consultant au projet, n'est-ce pas? Alors dites-nous, au-delà de l'Afrique de l'Ouest, est-ce que votre réseau intervient dans d'autres parties de l'Afrique? Oui, il faut bien dire que c'est d'abord un réseau ouest-africain, mais nous avons conduit plusieurs interventions qui sont allées au-delà des 16 pays de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons fait plusieurs projets en Afrique centrale, au Tchad, en République centrafricaine et d'autres pays, bien sûr, de l'Afrique centrale. D'accord. Merci donc à tous les deux d'avoir accepté de participer à cette émission et nous permettre donc de comprendre un peu comment est-ce que les violences mettent en mal donc la santé, la qualité de vie des personnes infectées par le VIH. Pour commencer donc, nous allons écouter 2 témoignages de personnes victimes de violences avec Ferdinand Kwaku. Nous commençons tout de suite par le premier. J'ai appris que j'avais la maladie du VIH. Et on m'a dit que j'ai 3 mois pour informer mon conjoint. Donc je me cachais un peu pour prendre mes médicaments. Le jour où il a su ça, il a commencé à me frapper. Depuis, il a appris que je prends les médicaments, que j'ai sida. Il me frappe tous les jours. Tous les jours, il me frappe. Il me frappe, il va me tuer. Donc, vraiment, je voulais quitter la maison. Je voulais vraiment quitter la maison. Et quand je lui ai dit ça, il m'a dit que si je m'en vais, il va me tuer. Toujours, il me disait ça, qu'il va me tuer. Si je m'en vais, il va me tuer. Et je ne pouvais pas supporter. Chaque jour, il me frappe. J'ai mal partout. Je suis toujours malade. Donc, un jour, je me suis échappée, j'ai quitté la maison. Je suis partie de la maison. Et il a envoyé des gens derrière moi pour m'agresser. Et je sais que c'est lui qui les a envoyés parce que quand ils sont venus, ils ont dit que c'est toi qui as quitté notre frère, non? Ils sont venus avec des couteaux. Tout mon visage est gâté, ils ont gâté tout mon visage. Ils ont déchiré, ils ont passé le couteau dans mon visage. Je souffre, je ne sais pas comment faire, j'ai tellement peur. Je ne sais pas où aller. Aidez-moi. Alors c'est tellement pathétique cette histoire. Les images sont fortes, on n'a pas voulu vraiment les montrer. Mais dites-moi, à quel genre de violence on a affaire ici? Dans ce cas précis, on a plusieurs types de violences. D'abord, la violence psychologique
Une personne qui est dépistée positive, elle a besoin du soutien de son conjoint. Mais c'est lui qui lui fait une violence. Elle est obligée de se cacher pour prendre les médicaments parce qu'elle avait peur de lui. Elle ne savait pas comment elle allait réagir. Et lorsqu'il a su, il lui a fait une agression également. Donc elle est doublement atteinte. Non seulement par le statut, son statut séropositif, et le retour de son conjoint, celui qui est censé lui apporter le soutien, celui qui est censé être un réconfort pour elle, pour l'aider dans la prise de ses médicaments, lui également lui fait une violence. Donc si rien n'est fait pour cette personne-là, il va sans dire qu'elle va arrêter le traitement. Alors qu'actuellement, on souhaite que toute personne qui est mise sous traitement puisse être observant à ce traitement-là pour avoir la charge virale indétectable. On verra donc tout à l'heure ce qu'il faut faire pour aider ce genre de personnes à poursuivre le traitement. Quelque chose à ajouter, M. Ganoué, avant qu'on ne passe à la deuxième élément? Tout de suite, c'est que ce sont des situations qui nous révoltent, ce sont des situations qu'il faut bannir, qu'il faut éliminer. Et la dame, elle n'est pas seule. Récemment, il y a une étude qui est appelée Index Stigma, qui a été menée dans 7 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre au moins. Et cette étude révèle que 38,7% des personnes qui vivent avec le VIH qui ont été interrogées dans cette étude-là vivent dans la peur de voir son statut découvert par les proches. Donc vous voyez qu'on a à peu près 38% de personnes qui vivent dans la peur parce qu'elles ne veulent pas qu'on découvre leur statut. Donc la dame, elle n'est pas seule. Mais quand elle a été découverte, elle a subi tellement, elle a été agressée. Vous voyez que, comme on le dit, les violences font le lit du VIH. C'est-à-dire que là où il n'y a pas de violence, les personnes vivant avec le VIH ont accès au traitement. Même les personnes qui ne sont pas les personnes qui vivent avec le VIH ont accès au traitement VIH parce que on peut considérer le dépistage comme un traitement préventif, comme un service préventif. Donc, la qualité des personnes est négativement impactée. La qualité de vie. La qualité de vie, la qualité de vie, la qualité de santé et même les conditions de vie sont impactées négativement par la présence des violences. D'accord, on va revenir à ça tout à l'heure, mais je vous parlais de 2 témoignages. On va donc écouter le deuxième et puis on revient effectivement pour parler donc de cet impact-là sur la qualité de vie de ces personnes infectées du VIH. J'ai découvert mon statut sérologique l'année dernière à une occasion de sensibilisation dans le quartier. Il y a des personnes qui venaient vers nous pour nous faire le test de dépistage. C'est comme ça que j'ai accepté de faire mon test de dépistage. Et le test s'est avéré positif. Et les personnes qui m'ont conseillé le test m'ont demandé d'informer mon mari également afin que lui puisse venir faire le test aussi pour voir s'il n'était pas malade. C'est comme ça que j'ai décidé d'informer mon mari. Et lorsque je lui ai annoncé la nouvelle, il a menacé de me répudier. Et chaque jour, il subissait des violences. Il me battait à tout moment. Chaque soir, quand il rentre du travail, il ne faisait que me battre. Il me battait tout le temps. Et quand je décide de quitter la maison, il menace de me tuer. C'est comme ça qu'un jour, il est rentré ivre. Vraiment, ce jour-là, il m'a tellement tabassé que je n'ai pas pu supporter. Le lendemain matin, dès qu'il allait au travail, j'ai quitté la maison. J'ai quitté la maison avec mon enfant. Mais depuis ce jour, il refuse de prendre soin de l'enfant. Quand je l'appelle pour les choses de l'enfant, il refuse de prendre en charge l'enfant. Là, ce coach que j'ai contacté pour m'aider m'a demandé d'aller porter plainte à la police. Mais j'ai vu que c'est le papa de mon enfant, je ne pouvais pas lui porter préjudice avec cette histoire. Donc il y a une médiation avec le SPGEJ. Il y a une médiation pour que le monsieur, mon ex-mari, puisse reconnaître, puisse prendre en charge les frais de scolarité de l'enfant. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas encore eu de suite. Voilà, une autre
une autre histoire, un autre témoignage, aussi touchant. On a affaire à quel type de violence ici, Madame Sabadogo? C'est toujours pareil, il y a une violence psychologique suivie d'agression physique. Mais là, le papa est allé encore plus loin. Il crée une autre violence à l'enfant qui, lui, n'est qu'une victime. Il n'est qu'une victime. Lui, il a fait que suivre sa maman qui part avec lui, mais il refuse de faire la prise en charge de l'enfant. Donc, l'enfant est victime de déni de ressources, d'opportunités et de services. Il a l'âge d'aller à l'école, il ne veut pas le scolariser. Et même quand il est malade, il refuse de payer les médicaments. Alors que l'enfant n'est qu'une simple victime qui est partie avec la maman. Et puis, il est à bas âge. Donc, c'est normal qu'il soit avec la maman. Mais le père refuse de s'en occuper parce que la maman est partie. Ah, d'accord. On verra donc les recours juridiques tout à l'heure. Et puis, au niveau donc de la santé, qu'est-ce que vos organisations vous faites donc pour venir en aide à ce genre de cas? Alors, et si on faisait un peu donc le point de la situation? Monsieur Ganwe parlait donc tout à l'heure d'une étude qui a été menée dans pas mal de pays. Dans combien de pays vous l'avez dit? Dans 7 pays. D'accord. Alors, au niveau de la Côte d'Ivoire, quels sont les chiffres qu'on a au niveau donc de ces violations, au sujet de ces violations, je dirais? Bon, moi, je vais donner des chiffres parallèles à ce que M. Ganwe dit. Lui, il parle de l'étude Index Sigma, alors que moi, je vais donner des chiffres par rapport à l'Observatoire communautaire de la santé que nous animons. Donc, au travers de cet observatoire-là, nous avons pu recenser et valider pour le premier semestre de l'année 2022 143 cas de violence à l'égard des personnes vivant avec le VIH. À l'échelle nationale? Oui, à l'échelle nationale. D'accord. Donc, ce chiffre-là n'est pas exhaustif, mais bon, c'est ce que nos acteurs ont pu récolter. Parce qu'il faut dire que ce n'est pas toutes les victimes qui viennent vers nous. C'est celles qui acceptent de venir vers nous, ou bien celles dont nous sommes informés et nous-mêmes partons vers elles. Nous avons ces chiffres-là, mais pour ceux qui se cachent, il va sans dire qu'on ne peut pas avoir. Qui sont ces victimes généralement? Généralement, ce sont des femmes. Mais ça n'exclut pas qu'il y a quelques hommes également qui sont victimes. Mais il y a plus de femmes. Sur les 143 cas notifiés et validés, on a eu 122 cas concernant les femmes. D'accord. Et puis 21 cas de violence sur les hommes. Et c'est toujours le sexe opposé qui exerce la violence? Oui, quelquefois partenaires intimes, ex-partenaires intimes ou même des inconnus. Parce que dans les 143 cas que nous avons notifiés, on a eu 2 cas de viol qui ont été faits par des inconnus. Et donc, ils ne sont pas des partenaires intimes, mais ce sont des inconnus qui ont imposé ces actes-là. Mais sinon, la plupart du temps, ce sont les partenaires intimes ou des ex-partenaires. D'accord. Alors, pour en revenir donc à vos propos, effectivement, ces violences ont un impact sur la qualité de vie et la santé des personnes qui en sont victimes. Oui, très gravement et négativement. Alors, ce que nous devons dire, c'est que cette étude Index Stigma a révélé que 54% des personnes qui vivent avec le VIH ont déclaré avoir été victimes au moins d'une violence. C'est pour dire que les violences sont très présentes, les violences sont à un niveau très élevé, parce que vous avez plus de la moitié. Et même, on a posé la question, est-ce que dans les 12 derniers mois, vous avez subi une violence? Et c'est 85,9% de personnes qui ont répondu avoir subi une violence dans les 12 derniers mois. Et il faut dire que cela impacte gravement. Par exemple, parlant des populations clés, 11% des populations clés ont refusé ou évité les services de santé pour cause de discrimination. Donc, vous voyez que quand les personnes n'ont pas accès au traitement, leur qualité de vie ne peut pas s'améliorer. Sur le plan psychologique, je dirais, c'est difficile à supporter et ça impacte négativement, ça impacte forcément sur la qualité de vie, sur la qualité sur le mental et même sur les activités de la personne. Donc la personne ne peut pas s'épanouir, la personne ne peut pas avoir une meilleure relation avec les gens parce qu'elle ne bénéficie pas de la chaleur humaine, du soutien de la population. Et c'est plus grave que cela va faire en sorte que la santé de la personne dégrade. Bien sûr, bien sûr. On va assister donc à une dégradation de sa santé. Mme Sabadogo? Oui, il faut dire que les engagements internationaux
auquel a souscrit la Côte d'Ivoire pour l'élimination du VIH d'ici 2030 prendre les 3,95. Le premier 95 qui dit que toute personne vivant avec le VIH doit pouvoir connaître son statut sérologique. Et le deuxième 95, que les personnes qui connaissent leur statut sérologique doivent être mises sous traitement antirétroviraux, qui est gratuit et disponible sur toute l'étendue du territoire, pour pouvoir atteindre le troisième 95, qui est la charge virale indétectable. Donc, lorsqu'une personne est dépistée positive, par obligation ou bien volontairement, il faut dire que le test de dépistage il est volontaire, mais quand je parle de par obligation, souvent c'est la femme. Lorsqu'elle est en âge de procréer, qu'elle est enceinte et qu'elle va pour les examens prénataux, on lui demande de faire le test de dépistage pour le bien-être de son enfant. Donc là, elle est confrontée à une certaine réalité où pour une mère qui aime son enfant, qui veut le protéger, va le faire. Donc quand elle fait le test de dépistage et que c'est avéré positif, en principe, elle doit être mise sous traitement immédiatement. Mais lorsqu'elle est confrontée à des violences, comme ce que nous avons vu tout à l'heure avec les témoignages, elle refuse de prendre les médicaments ou même lorsqu'elle veut prendre les médicaments, elle est obligée de les cacher pour pouvoir les prendre. Donc, elle peut les prendre pas en respectant la posologie prescrite par le médecin et ça va pas l'aider dans son traitement. Il faut être observant au traitement, les prendre comme indiqué par ton prestataire de santé aux heures indiquées pour pouvoir atteindre cette charge virale indétectable. Mais lorsqu'elle est cachée, elle se cache pour prendre. Elle peut prendre aujourd'hui, demain le mari est là, après demain le mari est là, donc elle peut pas prendre. Il faut attendre 2 jours, 3 jours avant de prendre. Donc tout ça là impacte négativement. Oui. Parce que là, il n'y a pas d'observance. Hein, on prend le traitement aujourd'hui, on saute 2 jours parce que là, le mari est présent. Effectivement, ça va pas être bénéfique pour la personne. Le traitement ne sera pas efficace. Effectivement. D'accord. Alors, quelle solution Parce que là, pour aider ces personnes... Oui, avant d'en venir à la solution, je voudrais intervenir sur la question du manque de soutien. Ce qui se passe, c'est que les personnes, quand elles évitent comme ça de prendre leur traitement, de respecter les prescriptions médicales, comme le dit Mme Salvador, ce qui va se passer, c'est que simplement, la personne va développer une résistance. C'est-à-dire que le traitement va désormais être inefficace parce que le virus déjà présent dans le corps va se prémunir, va muter, va changer de forme et les traitements qui seront administrés prochainement seront inefficaces. Et cela va agir sur l'état de santé de la personne qui va tomber malade. Et ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas mis le traitement. On a une première ligne, une deuxième ligne et une troisième ligne. Et d'ailleurs même, quand on est sous un traitement, les autres traitements qu'on administre après sont des traitements qui sont plus chers. Donc, qui ne sont pas toujours pour tout le monde. Donc, c'est quand il y a des questions de résistance. Donc, ça fait que le coût pour l'État et les partenaires qui investissent s'augmente. Ça fait que la personne a moins de possibilités, je n'aime pas le mot chance, a moins de possibilités de bien se porter parce que les traitements disponibles ne sont plus adaptés. La personne n'a pas plusieurs choix. Et ça fait que la personne va tomber malade parce que le virus s'étant prémuni, ayant muté, a eu le temps de devenir fort, robuste et de faire en sorte que le traitement soit inefficace. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? La personne va tomber malade parce que le médicament n'est plus... Et quand c'est comme ça, la personne peut transmettre le VIH facilement. La personne peut infecter d'autres personnes. Parce qu'on est loin même d'atteindre la charge... Quand elle tombe malade, elle ne peut plus travailler, elle n'est pas productive. Elle devient une charge pour sa famille, une charge pour ses proches. Oui, la personne devient finalement une charge même pour le système de santé parce que quand vous envoyez une telle personne à l'hôpital, le médecin est occupé, ça occupe pas mal de personnes et ça bloque la famille qui ne peut pas produire. Au lieu de partir chercher l'argent, les gens sont autour de la personne en train de traiter. Donc du coup, ce que nous sommes en train de dire, c'est que quand on évite la violence, quand on crée les conditions, quand les personnes sont encadrées, qu'on apporte le soutien nécessaire, la personne prend ses traitements dans les meilleures conditions, elle se porte bien, elle est productive et le reste de la société continue de produire. Et l'État aussi investit là où il faut investir au lieu que la personne soit un poids, un fardeau assez lourd pour le reste de la communauté, le reste de la population et l'État. Bien sûr, donc il faut lutter à la base contre les violences. Bien sûr. Alors comment
comment lutter contre les violences à la base? Parce que vous l'avez dit à l'entame de cette émission, s'il n'y a pas de violence, ben, les personnes vivant avec le VIH se portent mieux. Oui, donc, il faut donc éradiquer les violences. Mais comment? Les violences, il faut le dire, sont la présence des violences est le baromètre de la qualité de santé. Nous voulons dire, quand il y a plus de violence, moins les personnes vivant avec le VIH et les populations clés se portent mieux. Quand il y a moins de violence, mieux les personnes vivant avec le VIH se portent et le taux de nouvelles infections est réduit et la population générale se porte mieux et le VIH tend à disparaître. Alors comment faire en sorte qu'il n'y ait pas de violence? En fait, c'est la grosse question. Ces violences-là sont le reflet de ce qu'on a présenté, du visage qu'on a donné au VIH au commencement de la lutte. On a montré le VIH comme une maladie mortelle. Quand on a ça, il faut meurt et que ce sont les personnes qui ont une vie sexuelle, une vie de débauche, qui ont le VIH. Donc tout ce message autour du VIH fait qu'aujourd'hui la population a peur du VIH. Mais tout de même, il y a eu d'autres campagnes avec des témoignages à visage découvert, ça n'a rien changé. Ça n'a véritablement pas changé. La preuve, on a toujours des violences. Donc, on continue de faire la sensibilisation à la base. Et on essaie de changer les messages du VIH aujourd'hui. Quand vous allez voir la télévision, les messages qui passent, c'est plus de faire la promotion des ARV, l'observance au traitement. Comment ça peut aider une personne à vivre sainement et à pouvoir mener ses activités sans problème. Donc, on continue de faire les sensibilisations à la base. On change la perception des personnes sur le VIH et c'est toutes ces activités-là qui, pour nous, pourront faire cesser les violences. D'accord. Oui, ce que je dois dire, c'est que c'est vrai qu'au départ, il faut reconnaître, une mauvaise publicité a été faite au VIH. On a présenté le VIH comme une maladie hideuse, dangereuse, tueuse. Et aujourd'hui, la population n'a pas accepté d'intégrer le VIH ou le sida au nombre des maladies chroniques. C'est-à-dire que les gens acceptent que le diabète soit une maladie chronique qui ne peut pas se guérir. Les gens acceptent, je ne sais pas si ce que je dis est juste, que les problèmes de reins, l'insuffisance rénale, soit une maladie chronique. Mais la population n'accepte pas que le VIH soit une maladie chronique. Il faudra faire accepter cette idée-là. Voilà. Que donc, le sida, c'est une maladie chronique. On doit vivre avec, mais on peut bien vivre avec cela. Et c'est des questions de pesanteur culturelle, c'est des questions de perception. On a une mauvaise perception. Donc, il faut refaire, est-ce que je dois dire l'histoire? Il faut refaire la communication. Et il y a cela. Et il y a le fait que la population, bien qu'une partie de la population sache qu'avec le VIH, on peut faire des enfants qui ne vivent pas, des enfants sains, qui ne sont pas porteurs de VIH, mais l'information ne passe pas. Donc, on continue de condamner, on continue de criminaliser l'infection à VIH. Et d'ailleurs, même dans la loi VIH, il y a des dispositions qui criminalisent l'infection à VIH. La transmission. Vous avez vu, oui, la transmission. Vous avez vu dans le témoignage, les dames disaient tout à l'heure qu'en fait, l'homme dit que c'est toi qui as... En matière de VIH, on ne dit pas d'où vient le VIH, où j'ai attrapé le VIH. Et puis, quand la loi VIH condamne la personne qui vient de faire son test de dépistage à faire l'annonce dans les 3 mois immédiatement, et dans un autre pays de l'Afrique de l'Ouest, c'est même pas 3 mois. En Côte d'Ivoire, c'est 3 mois. Chez eux, c'est dès que tu as fait ton dépistage et que tu es informé de ton statut, tu dois pouvoir l'annoncer à ton partenaire. C'est vrai que c'est la loi, mais c'est une violence légalisée parce que je suis encore en train de souffrir toute une charge émotionnelle et je dois pouvoir l'annoncer. Donc, on doit refaire la communication, on doit informer, on doit se parler, on doit apprendre aux populations de soutenir, d'apporter la chaleur humaine, d'apporter l'appui nécessaire, d'encadrer les personnes vivant avec le VIH. Parce que si les personnes vivant avec le VIH parlent simplement avec leur entourage, elles informent leur entourage, si le personnel de santé, sans aucune discrimination, peuvent accompagner les personnes qui vivent avec le VIH, je pense que ça va être une solution. N'est-ce pas?
Oui. D'accord. Alors, pour terminer rapidement, Madame Savadogo, Oui. pour ces personnes, on a écouté les témoignages tout à l'heure, elles sont déjà victimes, elles souffrent déjà. Alors, est-ce qu'il y a un moyen de recours pour une prise en charge médicale assez rapidement? Oui, il y a un moyen de recours. Au niveau du programme NFM3, nous faisons une assistance à ces personnes-là lorsqu'elles sont victimes de violences. Et les assistances partent de l'assistance médicale jusqu'à l'assistance psychologique en passant par l'assistance judiciaire, la médiation familiale et l'hébergement d'urgence. Donc c'est une prise en charge holistique que nous faisons au niveau du programme. Au niveau de votre à l'égard programme. de ces personnes. D'accord. Et dans les centres de santé publique, ces personnes-là peuvent s'orienter là-bas? Oui, au niveau de la communauté, nous avons des acteurs sur toute l'étendue du territoire, les acteurs de santé communautaire dédiés aux droits humains, au niveau de tous les districts sanitaires en Côte d'Ivoire. Donc, à travers ces personnes-là, toutes les informations nous sont remontées. Mais les personnes vivant avec le VIH également peuvent saisir la ligne 106, InfoSida, qui également peuvent nous remonter ces informations-là pour qu'on apporte l'assistance nécessaire aux victimes. En tout cas, merci à vous pour toutes ces informations. Je vais retenir donc comme moyen de recours 106, la ligne 106. C'est une ligne gratuite. Hein? Gratuite, oui. D'accord. Merci, on aura plaisir à vous retrouver donc pour poursuivre donc le débat. Il faut qu'on en finisse avec ces violences faites à ces personnes vivant avec le VIH pour leur garantir une qualité de vie et une santé dont on rêve, surtout avec les 3,95, 2030 n'est pas loin. En tout cas, merci à vous, M. Ganwe Israël. Je rappelle que vous êtes le secrétaire permanent du RAPAO, c'est le réseau africain des personnes vivant avec le VIH Afrique de l'Ouest. Vous êtes spécialiste en planification et consultant en projet. Également à vous, Madame Mariam Savadogo, vous êtes juriste et chargée de programme droits humains à Enda Santé. Merci infiniment à vous et on se dit à très bientôt. Enda Santé, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à l'équipe de réalisation et à vous. Prenez soin de votre santé. À très bientôt pour un autre numéro, toujours sur Média.